Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Crédit Suisse? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors, Crédit Suisse, dont tout le monde en parle depuis très très longtemps, notamment par rapport au risque de faillite et je ne sais pas quoi, et etc. On ne va pas dire de je ne sais pas quoi. Donc, admettons aujourd'hui que nous voulons investir dans Crédit Suisse. Qu'est-ce qu'on va aller regarder? Sûrement pas la courbe. Ça ne nous intéresse pas. Ça peut nous donner une indication ici que les gens sont négatifs. D'accord? Les opérateurs de marché sont négatifs sur la compagnie. Point. Mais ce qui compte à la fin de la journée, c'est la capacité de l'entreprise à dégager des flux de trésorerie de plus en plus élevés, de plus en plus stables et élevés dans le futur. D'accord? Parce qu'on connaît des entreprises qui ont ce genre qui ont des courbes comme ça, alors que ce sont des entreprises extrêmement qualitatives. OK? Donc, personne ne vous dit ici qu'à ce prix-ci, l'entreprise n'était pas surévaluée et vous allez d'ailleurs le voir que c'était le cas. Donc, pour une compagnie bancaire, et vous savez qu'on a parlé de bancaire, et je vous ai toujours dit, la banque avant tout son business principal, et quand je dis business principal, dernièrement on a parlé des banques, comment analyser une banque, introduction, où on a parlé en premier lieu ici d'analyser une banque, je vous retrouve la vidéo ici, analyser une banque, ok, je mets Top Invest, j'espère que la vidéo est disponible déjà, voilà. Dans cette vidéo aussi, où le titre c'était comment analyser une banque, mais en réalité, on parlait d'abord de qu'est-ce qu'une banque? Comment est-ce qu'une banque fait de l'argent? Une banque essentiellement vend et achète de l'argent. Donc son business principal, c'est la gestion du risque. Et rien d'autre. C'est la gestion du risque. Et quand on parle de gestion du risque, il faut savoir, avant même d'arriver sur la gestion du risque, il faut savoir quel type de banque on a devant nous. Et pour les types de banques, je vous ai dit, normalement, on les classe souvent comme banque au détail, banque commerciale, banque d'investissement, ou bien banque centrale, ok? Parce que le banque, c'est également un type de banque. Mais les banques sont diversifiées dans leur approche, au niveau de leurs revenus. Donc, vous ne trouverez, il est très rare de trouver une banque qui est essentiellement une banque de détail. Qui est essentiellement une banque commerciale ou bien qui est essentiellement une banque d'investissement. Certaines, parfois, ont deux actifs, parfois sont même des assureurs à la fin de la journée. Donc, les banques sont de plus en plus diversifiées. Donc, ce qui complexifie, quand je dis complexe, faites attention, l'évaluation de la compagnie. C'est-à-dire qu'il faut faire attention par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que c'est difficile à faire. OK? Donc, il y a certains 2-3 éléments qui pourraient vous aider à mieux appréhender le risque d'une banque. Même si, à la fin de la journée, on va se dire une chose, on n'est jamais à l'abri d'un Black Swan. D'accord? Ça, il faut être certain. Au niveau des banques, c'est comme ça. OK? Vous pouvez voir au niveau de SVB qui rapportait de l'argent, mais qui avait des problèmes en particulier. Mais je vais parler d'une chose, je vais mettre entre parenthèses ici. C'est vrai que la vidéo parle de Crédit Suisse. Déjà, en type de banque, vous avez les banques communautaires. Oui, je n'ai pas parlé, je dis en type de banque, on a les banques communautaires, donc plus locales, les banques régionales. Généralement, vous pouvez les avoir ici. Ce sont des banques, plusieurs branches ici. Disons, vous allez avoir des branches à Paris, à Marseille, pour ceux qui sont en France, par exemple. OK? Ou bien ceux qui sont à Montréal, vous allez avoir peut-être des branches à Montréal, Toronto. Ça, vous avez à peu près une banque régionale. Elle n'a pas une envergure elle n'a pas une envergure internationale. Elle a plutôt une envergure ici, peut-être, entre parenthèses, enfin, je ne dirais pas provincial, mais le terme régional peut être péjoratif, mais également le terme régional ici peut englober ceci. Ce sont ce sont des banques à peu près qui ont des actifs, on appelle ça, des fonds propres, enfin, quand on dit des fonds propres, qui ont des actifs aux alentours de moins de 100 milliards. Les banques communautaires, c'est moins de 10 milliards, aux alentours de 10 milliards par là. Ok, donc si vous voulez un prêt par exemple de 500 millions, il y a de fortes chances que ce soit une banque communautaire qui vous prête de l'argent. Et une banque communautaire peut avoir des services à vente au détail, enfin peut être une banque peut avoir des services de banque au détail, peut avoir des services de banque d'investissement, d'accord, peut avoir également des services d'assurance, etc. Donc faites attention. Et après ça, on a les banques industrielles qui sont plus spécialisées, d'accord. Donc plus spécialisé, c'est-à-dire que vous allez avoir une banque destinée uniquement à la construction, une banque destinée uniquement au financement, par exemple, on appelle ça, au financement uniquement ici de l'achat l'achat des avions. D'accord? On va le dire comme ça. Oui, ça existe. GE Capital, par exemple. Vous allez avoir, après ça, vous allez avoir les méga banques. Bref,
Voilà à peu près le type de banque que vous allez avoir. OK? Ça, c'est pour le type de banque. Maintenant, au niveau du risque, 3 risques. Crédit, liquidité, taux d'intérêt. Je m'arrête là. On retourne sur la vidéo. Et comme je l'ai dit ici, sur la formation en question qui est thématique, qui parle essentiellement des banques, va vous permettre de poser les bonnes questions. D'accord? Ça vous permettra d'appréhender déjà, vous savez déjà c'est quoi là une banque, mais ça vous permettra également de savoir à peu près où est-ce que vous devez aller identifier le risque ici de crédit, de, de taux d'intérêt ainsi que de liquidité. Quels sont les éléments qui peuvent vous donner ce genre d'informations-là. OK? Donc, comme je l'ai dit, les places sont limitées pour le prix qui est affiché présentement parce que cette formation-là, quand elle sera disponible au courant du mois d'avril, elle ne sera pas à ce prix-là. D'accord? Donc, c'est-à-dire que vous n'avez pas, même si vous vous abonnez au service Top Premium après, vous n'aurez pas accès à cette formation-là parce que uniquement après que les 159 places soient terminées, on va le fermer, le service Top Premium, jusqu'à ce que la formation soit disponible. Et une fois qu'elle est disponible, on va réouvrir le Top Premium, mais vous n'aurez pas droit à la formation à ce prix-ci. La formation est thématique parce que je crois que la plupart des entreprises s'analysent de manière thématique, dépendamment de l'activité, bien sûr. Donc, quand j'analyse une compagnie bancaire, je ne vais pas analyser une compagnie d'assurance de la même façon. Je dois avoir les outils nécessaires. Et très souvent, quand on vous dit, voilà, comment analyser une entreprise, machin, c'est bien, mais généralement, c'est global, c'est général. Donc, les éléments, on voit comme le net income, le revenu. Or, tous les ratios ne s'appliquent pas à toutes les entreprises. Et encore, ce qui est dommage, c'est que la plupart des logiciels comme celui-ci ne font pas justice à l'analyse d'une banque. Parce que les bancaires ici, vu que c'est une question de risque, il faut avoir le maximum de ratios possible pour nous aider à apprécier ce risque-là. Comme par exemple le pourcentage de taux d'actifs non performants par rapport au pourcentage des actifs. Vous pouvez également aller regarder ici, voilà, le pourcentage ici, par exemple, des actifs à risque. Enfin, quand on dit des actifs à risque par rapport au total des actifs, ce genre de choses-là. Il y a une foultitude de ratios qui existent pour les bancaires uniquement. Donc, en fait, en réalité, on devrait même créer totalement une plateforme pour les banques. Bon, c'est dommage parce que vous aurez uniquement accès à ce genre d'informations-là sur des choses comme Bloomberg, Capital IQ, etc. Parce qu'on sait que généralement le grand public ne s'intéresse pas aux banques. Et les banques s'échangent généralement à des PER très peu élevés, 10, 13 maximum par là. Et si vous voyez une banque avec des PER très élevés, commencez à vous poser des questions. On va faire simple. Sur Crédit Suisse, quand je vais taper ici, par exemple, j'ai déjà fait des vidéos sur les bancaires ici plusieurs fois. Je vous encourage à aller regarder les premières vidéos sur Crédit Agricole, sur BNP Paribas, sur Société Générale. Je dis bien les premières vidéos de la chaîne, parce que j'avais vraiment pris le temps de rentrer en profondeur, ok? Au niveau des ratios, bien sûr, et ce n'est pas que ça. Donc ici, vu qu'on parle de risque, en fait, en réalité, pour analyser une banque, il faut étudier son bilan comptable. C'est tout. Étudier le bilan comptable d'une banque. OK? Vous savez pourquoi BNP Paribas est peut-être moins appréciée que le reste? C'est parce qu'il y a énormément, elle exerce énormément dans le secteur des produits dérivés. BNP Paribas. Donc ce secteur-là est très opaque. C'est vraiment une boîte noire. OK? C'est des formules mathématiques à n'en plus finir. Donc c'est pour ça qu'une banque comme BNP sera un tout petit peu plus risquée qu'une banque comme Crédit Agricole. Faites attention. Bref, on vient au niveau de Crédit Suisse parce que c'est ça qui nous intéresse. Crédit Suisse ici, vous savez que les banques en général, c'est un seul ratio qui est important. Enfin, quand je dis un seul ratio qui est important, qui, selon moi, donne la véritable, peut vous donner à peu près une idée de la valeur de la compagnie. Parce qu'en fait, il faudrait même interroger ce ratio-là, c'est le tangible book value per share. Donc, ça dit que la valeur des actifs tangibles par action. Et vous pouvez également regarder la valeur, le tangible book value en termes de volume, donc la valeur des actifs tangibles ici. OK? Vous voyez que ce tangible book value augmente. Oui ou non? Mais le tangible book value par action diminue. Pourquoi? Quelle est la différence entre les deux? C'est le nombre d'actions qui a augmenté. Mais pourquoi est-ce qu'une entreprise qui a des actifs tangibles par action qui augmentent, d'accord? Pourquoi est-ce qu'elle a besoin d'émettre de nouvelles actions? Tout simplement parce que c'est une entreprise qui fait également face à un risque de liquidité. Parce que le Crédit Suisse, excusez-moi, mais a perdu de sa superbe. Les clients de cette compagnie ont de moins en moins confiance. Et la confiance, c'est quelque chose de très déterminant sur les banques. OK? On ne cite même plus les différents scandales de cette compagnie-ci, que ce soit Grayscale, que ce soit Archegos ou je ne sais pas quoi. Elle a tendance à prendre trop de risques. Et encore, c'est une banque qui est assez complexe parce que c'est en même temps, vous allez voir, détail,
vous allez voir également une corporate, donc c'est une banque commerciale. Vous allez également voir une banque d'investissement à l'intérieur. Donc, il faut également étudier les actifs, le volume des actifs sous gestion ici. Donc, il faut faire très attention quand vous voulez évaluer le Crédit Suisse. Parce que quand vous allez étudier du point de vue du tangible book value, vous savez que j'aime bien le tangible book value qui est stable et croissant. Est-ce que c'est le cas? Oui. Mais qu'est-ce qui impacte le tangible book value? Ce sont les net income. Parce qu'il n'y a pas de free cash flow ici. Le net income, c'est la rentabilité de la banque. OK? Quand on regarde les net income ici sur une période ici de... Et là, je vous donne la version très facile sans compliquer les choses. Parce que je pense qu'avec ça, vous pouvez déjà faire le travail nécessaire. Okay? Le risque zéro n'existe pas sur les banques. Encore plus sur les banques que sur les autres entités. Ici, le risque zéro n'existe pas. Vous pouvez avoir une entité qui a de très bons résultats, mais qui est extrêmement risquée du fait peut-être de sa structure. Par exemple, au niveau de SVB, techniquement, c'est une entreprise qui rapportait de l'argent. Mais le problème, c'est que ses clients sont fragiles. Et une fois que vous avez cette appréciation-là, ça ne vous donne pas, vous n'avez pas une même... Quand je dis que ces clients sont fragiles, ça veut dire que ces clients, en fait, ont un besoin constant de liquidité. Et quand les taux d'intérêt se resserrent ici, voilà, ils n'ont pas le choix que de taper à la banque présentement, OK, dans leurs réserves. Et s'ils tapent dans leurs réserves ici, vous voyez que la banque, vu qu'elle fait de l'argent avec l'argent des autres, donc techniquement, quand vous venez réclamer votre argent, elle n'a pas le choix que d'aller récupérer ça au niveau des investissements qu'elle a eu à faire. Bref, on ne va pas revenir dessus. Maintenant, qu'est-ce qui impacte ici les tangible book value? C'est essentiellement, en majorité ici, c'est le net income. Et qu'est-ce que vous constatez ici? C'est une entreprise qui ne gagne pas, regardez, sur les 20 dernières années, elle a perdu de l'argent combien de fois? Et quand je dis en perdre de l'argent, regardez la magnitude, ok? Je ne sais pas le nombre de fois qui compte, c'est vraiment la magnitude. Donc, vous constatez ici que c'est une compagnie, et c'est pour ça qu'il faut prendre la moyenne et non la médiane, parce que la médiane ne sera pas adaptée sur cet exercice. Faites attention, les banques, utilisez la moyenne. Vous remarquez quoi ici? En moyenne, sur les 20 dernières années, c'est une banque qui a rapporté 1,444 milliard. Sur les 20 dernières années, sur les 10 dernières années, c'est combien? Moins 413 millions. C'est-à-dire que sur les 10 dernières années, cette banque n'a pas rapporté d'argent. C'est-à-dire que vous qui avez prêté de l'argent à cette banque-ci, d'accord, votre argent, en réalité, elle doit mettre cet argent-là au travail. Donc, même en mettant cet argent au travail, elle n'arrive pas à dégager ici des bénéfices. Donc, c'est-à-dire que les bénéfices vont provenir d'où? La différence entre le taux d'intérêt qu'elle vous paye et le taux d'intérêt qu'elle va recevoir. Elle n'arrive pas à gagner de l'argent. Donc, ses fonds propres auront tendance à fondre. Oui, les fonds propres auront tendance à fondre, mais vous allez me dire, mais Thierry, le tangible book value n'a pas changé. Mais c'est normal. Il n'a pas changé parce que pendant tout ce temps, ces personnes se sont amusées à continuer à émettre de nouvelles actions. Et quand vous allez comparer ces deux éléments, d'accord? Je dis bien, ça c'est la version light, d'accord? Parce que c'est un peu plus profond que ça. Quand vous comparez ces deux éléments-ci, vous constatez quoi? Nous avons une banque ici. Quand elle gagne de l'argent, les bénéfices, le nombre d'actions est stable. Quand elle perd de l'argent, ça commence à augmenter. Et je vais encore bien vous le mettre parce que, regardez, il faut que ce soit, je vais le mettre ici trimestriellement et je vais le mettre ici cumulativement. Voilà. Ok, ça sera plus facile. Sur les 20 dernières années, vous voyez ceci. D'accord? En net income, cumulatif, etc. Sur les 10 dernières années, qu'est-ce que vous constatez? Donc, sur les 20 dernières années, ce n'est pas très visible. D'accord? Sur les 10 dernières années, donc c'est les 10 dernières années, c'est à partir de 2012 où le nombre d'actions a commencé à augmenter par là. Donc déjà entre 2008 et ici, il faut savoir pourquoi. Quand on prend à peu près les 10 dernières années, vous voyez quoi? Cette compagnie-ci gagnait de l'argent parce que c'est cumulatif. Jusqu'en 2015 ici, voilà, on gagnait de plus en plus d'argent. Ok? On ne perdait pas d'argent en tout cas. Mais à partir de décembre 2015, juin 2016, de décembre 2015 à juin 2016, c'est une entreprise qui ne gagne presque pas d'argent. D'accord? Elle ne gagne presque pas d'argent. Et vous pensez qu'elle va faire comment? Elle va émettre de nouvelles actions ici pour améliorer les fonds propres parce qu'elle doit de l'argent aux gens. C'est essentiellement acheter et vendre de l'argent. Essentiellement, on augmente le nombre d'actions, ce qui nous permet d'augmenter les fonds propres ici. Et qui dit fonds propres dit également le tangible book value ici en termes de volume, aura tendance à rester stable. Et vous constatez ici qu'une fois qu'elle recommence à gagner de l'argent,
le nombre d'actions va diminuer. Une fois que elle recommence à payer de l'argent, le nombre d'actions augmente. Bon, ce qui veut dire que quand je vais acheter cette compagnie-ci, regardez, quand je prends le tangible book value per share, sur les 20 dernières années, je constate ici que c'est une entreprise qui, soit, c'est deux choses l'une, a un tangible book value qui est de plus en plus décroissant, ce qui n'est pas le cas, ou bien a un nombre d'actions qui augmente de plus en plus, ce qui est le cas. Pourquoi? Si le nombre d'actions augmente de plus en plus, ça veut dire que vous ne gagnez pas d'argent. Oui, donc c'est-à-dire que vous comptez sur nous pour vous autofinancer à chaque fois. Donc, on a ce tangible book value ici qui vaut 10 dollars en date d'aujourd'hui. L'action coûte à 2 dollars, vous avez dit que ouais, mais c'est-à-dire que c'est sous-évalué. Oui, c'est sous-évalué. Mais en 5 ans, regarde quelque chose. 5 ans, c'était quoi? 2017? Ok, allons en 2017. En 2017, on avait à peu près aux alentours de, en termes de nombre d'actions, hein, on va prendre ici 2017. En 2017, on avait combien? En 2017, on avait à peu près aux alentours de 2 milliards 400 millions d'actions. D'accord? Là, on a, en 2022, on a à peu près 2 milliards 860. Donc, je vais mettre ici 2 milliards 400. On va mettre ça comme ça. Donc, parce que voilà, 2 milliards 800, 2 milliards 800, 880, c'est ce qu'on a présentement, divisé par 2 milliards 400. OK? Exposant ces 5 ans, n'est-ce pas? 0.02. Ça veut dire qu'en réalité, elle a augmenté son nombre d'actions de 3% année après année. Ce qui veut dire que si on réagit, si on réfléchit bêtement ici, d'accord, vu que voilà, nous ne sommes pas très intelligents, hein, d'accord, c'est-à-dire que le bénéfice net par action qu'on a en date d'aujourd'hui, d'accord, on va diviser ici par un point, dépendamment même, parce que si elle lève le nombre d'actions, si elle lève des actions en date d'aujourd'hui, ça aura encore un effet, ça aura un effet encore plus élevé que ça. Tout simplement parce que c'est pas un bon raccourci ici. Tout simplement parce que entre temps, son tangible book value par action avait tendance également à être à des niveaux assez corrects, d'accord? Normalement, une bancaire, je vous ai toujours dit, ne devrait pas vous intéresser à un tangible book value supérieur à 1. Même s'il y a de la croissance dessus, faites attention. D'accord? Parce que ces entreprises-là sont extrêmement risquées. Quand on prend cette entité-ci, vous constatez qu'il y a des gens très intelligents qui ont payé 2,6 fois les tangible book value. Et c'est pas comme s'ils ont eu tendance à croire que le tangible book value a eu tendance à rester stable sur les dernières années. Tout simplement de manière artificielle. OK? Tout simplement de manière artificielle. Quand on prend ceci, OK? Le compte de stabilité, c'est sur les dernières années. Si vous voyez que voilà, quand c'est à partir d'un book value ici, un tangible book value ici, aux alentours de 1, que cette compagnie nous intéresse. Je dis bien, pourrait nous intéresser. Ça ne veut pas dire qu'elle est sous-évaluée. Pourrait nous intéresser. Donc, encore une fois, il faut comprendre pourquoi est-ce que ça baisse. Vous constatez quoi? Regardez. 2015, 2012, 2015, 2016, et entre-temps, le nombre d'actions n'a fait que continuer à augmenter. Ce qui déprécie encore plus de tangible book value per share, donc ce qui vous entraîne ici encore plus vers les abysses. Donc, les opérateurs de marché ont peur de ceci. C'est une entreprise qui ne va pas gagner de l'argent en 2023, en 2024 et peut-être même en 2025. Tout simplement, en termes de prévision, les analystes le pensent. Ok? Quand on regarde ici, par exemple, quand on va sur Fastgraft, on ne s'attend pas à grand-chose en 2023. En 2024, peut-être 1.3. En 2025, peut-être 3.9. Et quand on regarde à peu près l'analyse scorecard ici, imaginez qu'on veut la prendre ici à 10 fois les bénéfices, ils ont tendance, ça fait, comptez vous-même, ça fait une dizaine d'années qu'ils ont tort. Ce n'est pas que ça fait une dizaine d'années que les prévisions des analystes sont fausses, ne collent pas à la réalité. Ça fait une dizaine d'années. C'est pour vous montrer à quel point c'est difficile de faire des prévisions sur cette compagnie-ci. Si on prend par exemple une compagnie comme MS, Morgan Stanley, je ne dis pas qu'elle est meilleure que celle-ci, etc. Mais vous voyez que ça va mieux. D'accord? Si on prend par exemple une compagnie comme BNP, par rapport à Crédit Suisse, ok? Vous voyez quoi? Ça va mieux, ça va. D'accord? On n'a pas que du rouge. Si on prend une compagnie comme Deutsche Bank qui a ses propres problèmes, d'accord? Qu'est-ce que ça nous présente? Dans le même sac. De moins en moins prévisible, de plus en plus risqué. C'est ce qui se passe ici. Donc, quand vous voulez analyser cette compagnie en date d'aujourd'hui et que vous allez vous dire que les tangible book value sont aux alentours de 10 fois les bénéfices, sont aux alentours de 10 francs suisses, alors que l'action coûte à 2 francs suisses ici, posez-vous la question, elle va payer combien en 2023, en 2024? Et combien est-ce que, ça c'est en termes de perte en bénéfice net, hein?
Et maintenant, comment est-ce que ça va impacter les fonds propres? Et les fonds propres, combien est-ce que, en termes de outflow, donc les personnes, les clients qui vont retirer leur argent, à quoi ça va ressembler? En termes de asset under management, donc si le asset under management diminue, c'est qui est complètement, c'est là si on parle maintenant de la partie gestion de fortune, si le asset under management diminue, d'accord, on aura tendance ici à avoir des frais moins élevés. Bref, tout ceci pour vous dire, pour faire simple, cette compagnie-ci en date d'aujourd'hui ne vaut pas, d'accord, à mon humble avis, elle ne vaut pas 5, elle ne vaut pas 10 euros, elle ne vaut pas 10 francs suisses l'action. Quand vous voulez l'analyser en date d'aujourd'hui, dites-vous une chose. C'est une compagnie, d'accord, qui vaut, disons, la moitié de ce montant-ci. Donc, protection supplémentaire. Est-ce qu'en date d'aujourd'hui, je vais acheter du Crédit Suisse et avoir une certitude que je vais gagner de l'argent? Je ne sais vraiment pas. Mais quand moi, je vois ça, les banques, en fait, il ne faut pas rigoler avec, il ne faut pas jouer avec, il ne faut pas dire que j'espère que ça va aller mieux, ils vont se reprendre, etc. Crédit Suisse est certainement une banque qui peut avoir, qui en cas de faillite, pourrait entraîner énormément d'autres banques en faillite, d'accord? Donc, c'est un risque systémique. Donc, elle aura tendance à être sauvée. Je pense d'ailleurs que ça a été le cas. La banque suisse a dû injecter une 50aine de milliards ici. Mais on va lui demander ici de se départir de ses actifs les plus à risque. Mais ça fait au moins 10 ans que cette compagnie essaye de se départir de ses actifs à risque. Ça veut dire que la culture d'entreprise est dégueulasse. Et ça, je ne suis même pas allé au niveau des rapports financiers pour lire quoi que ce soit. Mais quand je vois déjà ça, c'est pas assez intéressant. Ok? Ce n'est pas assez intéressant. Maintenant, si je veux acheter du Crédit Suisse, déjà, oublie le dividende. Parce que si cette compagnie, si vous verse un dividende réellement, j'espère même que ce n'est pas le cas. Attendez, Crédit Suisse, on va mettre ça ici, Crédit Suisse, Crédit Suisse, Crédit Suisse. Alors, voilà, Crédit Suisse Group, faites attention, c'est Crédit Suisse Group. Si cette compagnie, si vous verse est-ce qu'elle verse un dividende? Elle verse un dividende en plus? Ah ouais! Bon, mais de toute façon, il a tendance à décroître. Mais regardez tout l'argent qu'elle a brûlé entre-temps. Pour une compagnie qui a du mal à maintenir ses fonds propres à flot, qui a du mal à gagner de l'argent, elle vous paie un dividende. Ça n'a pas de sens. Ça vous manque déjà que le management ici n'est pas focus sur la rentabilité de cette compagnie. Je m'en fous de savoir que le dividende, oui, il a été réduit. Non, 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 non. Même si c'est 0,09 là, ce 0,09 là, d'accord, il a une valeur élevée. Ça nous permet de faire des économies. Donc, vous pouvez déjà voir ici que les gens qui gèrent cette compagnie-ci, je ne sais pas à quoi ils pensent. On a 2 milliards 800 millions d'actions. 2 milliards 880 millions d'actions. 860, donc on va le dire ici. 2 milliards 860 millions d'actions. Multiplié ici par 0,09 francs suisses en termes de dividendes, je pense bien. Ça donne ici aux alentours de 257 millions. Donc, on nous gaspille 257 millions ici, juste pour faire plaisir à des actionnaires. Ça n'a pas de sens pour une compagnie qui ne gagne pas d'argent. Ça veut dire soit quand elle émet de nouvelles actions, là, vous-même, vous payez un dividende avec les actions que vous rachetez, ou bien elle s'endette, d'accord, pour payer ce dividende-là, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. OK? Et quand bien même vous voulez l'évaluer ici, regardez une chose. C'est bien de regarder que oui, mais le prix descend depuis plusieurs années, etc. Regardez, les actifs tangibles nets par action en dessous de 1, c'est à partir de quelle période? Et à chaque fois que vous vous intéressez à ces périodes-là, vous allez vous poser la question à savoir où est le risque. Est-ce qu'il y a un risque de crédit? Est-ce qu'il y a un risque de taux d'intérêt? Est-ce qu'il y a un risque de liquidité? Ce sont des questions que vous devez vous poser à chaque fois. Et si la réponse est non, peut-être que ça peut être intéressant. Mais en date d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut se dire qu'il peut y avoir un risque de liquidité en date d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un risque de taux d'intérêt? C'est possible également. Est-ce qu'il y a un risque de crédit? Ça va dépendre de ce qu'on va avoir à l'intérieur. D'accord? Parce que le tangible book value en lui-même, il est constitué de quoi? Si vous avez des actifs ici si vous avez des actifs ici extrêmement risqués, par exemple, moi je dis toujours qu'un actif extrêmement risqué, tout ce qui concerne les dérivés, je n'aime pas ça. Et vous allez voir que dans le monde des dérivés, les banques européennes sont très spécialisées dans les dérivés. Notamment, elles sont même des leaders dans ce secteur-là. D'accord? Vous allez voir les BNP, Société Générale, Deutsche Bank, Crédit Suisse, je n'ai pas encore vérifié. Mais après, également, ça ne m'étonnerait pas. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que oh non, BNP est risquée, etc. Peut-être qu'elle est mieux gérée que les autres en termes de risque. Mais déjà, je comprends également qu'elle aura tendance ici elle aura tendance à s'échanger très rarement aux alentours de la valeur de ses actifs tangibles nets par action. Généralement en dessous. Bref, ce n'est pas une vidéo sur BNP ici. On en fera une sur BNP. Mais comme je l'ai dit, les banques,
C'est maintenant que vous comprenez qu'il faut lire les rapports financiers sur les banques. Parce que c'est ça, là, les éléments quantitatifs. Ça me permet juste de poser les bonnes questions. OK? Donc, pour tous ceux qui veulent, la formation, elle est encore ouverte ici. En tout cas, les places sont encore ouvertes ici. Et comme j'ai dit, au 31 mois de décembre, on va tout fermer. D'accord? Tous ceux qui sont dans le service Top Premium, même si les places ne sont pas terminées, même s'il reste encore des places ici, au mois de mars, on ferme tout. Et au courant du mois d'avril, une fois que la formation est prête, le Top Premium sera rouvert. Mais attention, tous ceux qui vont s'abonner au Top Premium, qui pourront avoir, voilà, dans le Top Premium, ici, vous avez quoi? Vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celle-ci, c'est une analyse quantitative, je vous le dis. Vous pouvez demander, vous recevez des notes d'analyse ici sur les entreprises qui sont sous-évaluées, selon moi, d'accord? Donc, je lis les rapports financiers. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura jamais de bancaire. J'aime pas ce secteur-là, mais ça ne veut pas dire que je ne le comprends pas. Et également, vous pouvez ici recevoir des analyses sectorielles que j'envoie jamais au niveau de la Top Newsletter. OK? Donc, pour le service Top Premium, pour ceux qui vont s'abonner avant la fin du mois de mars, vous pourrez avoir un supplément accès, une fois que la formation sera disponible au mois d'avril, d'accord, à comment analyser une banque, comment lire un rapport financier. Je ne vous ai pas parlé de comment lire les états financiers. Je parle de rapports financiers. C'est-à-dire que ça sous-entend les questions à poser. Et certainement, chacune de ces formations-là aura un prix bien plus élevé que ce qui est affiché ici. Point barre. Et la seule raison pour laquelle le prix à ce niveau-là, c'est parce que, vu qu'elle n'existe pas encore, je ne vais pas vous facturer pour quelque chose qui n'existe pas présentement. OK? Au moins, vous êtes facturé ici, en primeur, pour quelque chose qui y a déjà, en attendant que la formation prenne place. Donc, c'est à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Sinon, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et comme je dis toujours ici, les bancaires, Crédit Suisse, en réalité, tu vas payer combien, Thierry? Si je me fie ici au bénéfice net attendu, d'accord, en 2025, tout en sachant qu'ils ont toujours tort, avec une marge d'erreur, disons, de 50%, je dirais que le prix actuel est correct. D'accord? Le prix actuel est correct. On s'attend à 0,4 ici, 0,39. Si on divise par 2, ça fait 0,2 ici, ça a 10 fois les bénéfices. Le prix actuel sera correct. OK? Le prix actuel sera correct. Maintenant, si l'entreprise venait à être extrêmement bien gérée, ça pourrait être un plus. Mais 2023, elle ne gagnera pas d'argent et 2024 également, elle ne gagnera pas d'argent. Vous pouvez aller vérifier. OK? Il y a de fortes chances que ce soit le cas, qu'elle ne gagne pas d'argent. Et quand vous regardez ça, dans de si pareil, le passif de cette entreprise parle déjà pour elle-même. Il n'y a pas de culture ici de rentabilité au sein de cette compagnie ici. C'est une entreprise extrêmement mal gérée et ça n'a pas changé depuis. OK? Donc, je passe mon tour. Maintenant, celui qui veut risquer son capital dessus, à vous de voir. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.